Merci en tout cas d'être là. On va animer ce webinaire, le management des cerveaux au management des cœurs. On va se présenter d'abord. Moi, je suis Anne Jeg, cofondatrice de KPAM. Et Valérie Coulon, donc je suis directrice de l'expérience collaborateur chez KPAM. Donc, moi, j'arrive pas à tourner les pages. Voilà. C'est bon. Voilà, donc moi je vais juste vous présenter les 10 premières minutes du webinaire, mais c'est Valérie qui fera l'essentiel de l'animation et de la présentation. Avant de présenter KPAM, je vais juste faire un petit retour sur le titre du management des cerveaux au management des cœurs et de préciser un peu d'où vient ce titre. Très précisément, il vient d'un auteur et d'un consultant américain qui s'appelle Dov Seidman, qui a dit exactement: nous sommes passés d'une économie industrielle où on embauchait des bras à une économie de la connaissance où on embauchait des têtes, et maintenant une économie humaine où on embauche des cœurs. Ce constat a été fait en 2015 et il nous semble que plus que jamais aujourd'hui, il est important de comprendre en quoi c'est important et surtout de mettre en perspective ce constat. On entend parler d'humain un peu à toutes les sauces, on entend parler d'humain déjà depuis un certain temps, mais qu'est-ce qui se joue de particulier aujourd'hui? C'est ça qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui. Et en tout cas de vous faire partager tous les derniers enseignements qu'on a accumulés, nous qui sommes à l'écoute des collaborateurs de façon continue. Particulièrement depuis le début de la crise Covid, on est de l'écoute des collaborateurs, en contact avec les verbatims, et nous on a pu mesurer de façon très précise et très concrète la percée des valeurs humaines dans les commentaires des collaborateurs, la montée de l'importance de ces notions-là dans leur façon d'évaluer leur expérience collaborateur, dans leur façon d'être plus ou moins engagés vis-à-vis de leur entreprise. Alors il y a eu cette période, cette crise qui a été très exceptionnelle, mais si on place ça dans un temps plus long, c'est intéressant de le voir aussi. Il y a un éditorialiste français qui s'appelle Jean-Marc Vittori qui réagissait au constat de Seidman et qui disait: dans une production de plus en plus automatisée, le travail dominant sera un travail de conception et de relation. Cette notion de relation, elle est essentielle parce qu'on se rend compte que ces deux phénomènes, cette transformation du travail sur un temps long et en même temps la crise qui est arrivée, la conjonction de ces deux phénomènes fait que que l'humain et le lien sont au cœur des enjeux de l'entreprise aujourd'hui. Donc il y a cette double dimension. Rapidement, je vais vous présenter KPAM pour que vous sachiez d'où on vient et ce qu'on fait au quotidien. Donc nous, on est un cabinet d'études et de conseils en expérience collaborateur, mais aussi expérience client, expérience citoyen, expérience patient plus récemment, avec une expertise particulière qui est l'analyse de verbatim. C'est ce qu'on fait depuis toujours, c'est notre domaine de prédilection. Et c'est à partir de l'analyse des verbatim qu'on arrive à diagnostiquer les expériences, à les décortiquer et surtout à conseiller les entreprises pour lesquelles on travaille. Depuis qu'on existe, on a diagnostiqué plus de 800 types d'expériences, tous secteurs d'activité confondus. Vous voyez notre liste de clients, donc vous voyez qu'on travaille dans tous les secteurs d'activité, dans beaucoup de pays, même si on travaille majoritairement en Europe. Mais en tout cas, on a une expérience, que ce soit en expérience client, expérience collaborateur, citoyen ou patient, qui est assez vaste. Et c'est ça l'intérêt, c'est pour ça qu'on voulait partager ça avec vous. L'intérêt, c'est d'avoir des expériences très différentes, dans des entreprises et des groupes très différents, avec des cultures très différentes, et de voir qu'il y a quand même des points communs de toutes ces expériences. Ça, c'est la façon dont on présente nos diagnostics d'expérience. On arrive, à partir des verbatims, à cartographier l'entièreté de l'expérience des collaborateurs. Donc c'est une matière qui est tellement riche, les verbatims, qu'on a absolument toutes les informations pour avoir une vision exhaustive de leur expérience collaborateur, de toutes les dimensions de leur expérience collaborateur. Notre matière de prédilection, c'est les verbatims issus des questions de recommandation qui sont en général intégrées dans vos enquêtes d'engagement. Donc c'est hyper simple, c'est une question, un verbatim. Souvent, celle qu'on préfère, c'est: je recommanderais mon entreprise à mon entourage comme un bon employeur. On demande aux collaborateurs de noter
leur niveau de recommandation, et puis ensuite il y a un champ libre dans lequel ils peuvent expliquer les raisons de leurs recommandations plus ou moins importantes. Et c'est ça, c'est vraiment la matière dont on a besoin, nous, et c'est un collaborateur, un verbatim, et ça nous suffit. C'est suffisamment riche pour nous permettre d'embrasser absolument toutes les dimensions de l'expérience collaborateur et d'aboutir à la cartographie que vous avez vue, qu'on appelle le tracker de l'expérience collaborateur. Donc nous, notre matière, c'est vraiment le verbatim. Je vais préciser deux spécificités de notre méthodologie. La première, c'est l'alternance de l'humain et de la machine tout au long de notre processus d'analyse. Il y a énormément d'interventions humaines, c'est ce qui nous distingue de toutes les solutions automatisées d'analyse de verbatim. Nous, on a une approche qui est un petit peu différente, donc avec de l'humain tout au long du process. Bien sûr, il y a de la machine, mais notamment beaucoup d'interventions humaines en amont, au tout début de l'analyse, qui est l'étape où on va identifier toutes les thématiques abordées par les collaborateurs. On a vu qu'on avait un champ libre. On sait que les collaborateurs s'expriment sur tout ce qui leur vient à l'esprit, sur énormément de sujets différents, et c'est extrêmement important d'identifier de façon juste, de façon précise et de façon aussi exhaustive toutes les thématiques qui sont commentées, notamment dans des contextes qui sont très incertains, très mouvants, comme en ce moment. C'est ça qui va nous permettre d'identifier aussi les signaux faibles, les thématiques nouvelles et les enjeux de demain. Et donc ça, il n'y a que l'humain qui est capable de comprendre le sens, de le remettre dans le contexte d'une entreprise en particulier, de sa culture, mais aussi d'un environnement et d'une actualité qui percute très souvent l'expérience collaborateur. Et puis, on a bien sûr l'intervention de la machine. Là, c'est notre deuxième spécificité, c'est notre logiciel d'analyse linguistique. Là, il est question de langage, qui nous permet de mesurer ce qu'on appelle les intensités de discours. Quand un collaborateur s'exprime dans le champ libre qu'on lui laisse, il va émettre plusieurs idées, et nous, on est capable de mesurer très précisément le niveau d'intensité des idées, c'est-à-dire le niveau d'implication du collaborateur derrière chacune des idées. Quand on s'exprime, on sait que toutes les idées ne sont pas sur le même niveau, et la syntaxe, la façon dont la phrase est articulée, dont le collaborateur va agencer les mots et ses idées, la syntaxe va nous permettre de mesurer son implication personnelle derrière chacune des idées émises. Il y a certaines idées qui vont résonner de façon très intime, qui vont être très importantes pour lui, et d'autres idées qui seront secondaires, énoncées de façon beaucoup plus automatique, de l'ordre du réflexe, qui seront beaucoup moins intimement pertinentes pour lui. Donc ça, c'est essentiel. C'est une façon pour nous de distinguer les sujets qui comptent vraiment pour les collaborateurs des sujets qui sont commentés de façon beaucoup plus automatique et qui seront beaucoup moins importants pour l'entreprise. C'est ça qui nous permet d'aller au-delà des simples mesures d'occurrence, qui est la mesure la plus classique, ou qui va nous permettre de savoir exactement combien de collaborateurs commentent les sujets. C'est bien plus important d'aller au-delà de ça et de comprendre des sujets qui comptent vraiment pour eux. Et c'est cette mesure d'intensité qui le permet et qui est visualisée sur nos cartographies, sur nos trackers, par ces grandes barres ou ces petites barres que vous voyez. Donc, barre bleue, l'intensité du discours positif pour chacun des sujets qu'on aura identifiés. Ce que vous voyez en oblique, ce sont toutes les thématiques abordées par les collaborateurs, qu'on ordonne après pour donner du sens à tout ça et pour le rendre lisible. Les barres rouges, ça va être le niveau d'intensité de tout discours négatif. Donc, si on a des barres rouges très profondes, ça va être les frustrations les plus intenses des collaborateurs. Ça peut être des points de friction, ça peut être des attentes qui ne sont pas entendues par l'employeur. Donc, on voit bien déjà, rien que visuellement, que c'est très simple d'aller directement aux sujets qui sont les plus importants. On a d'autres mesures. Donc, la bulle bleue sont les mesures d'occurrence dont je parlais tout à l'heure. C'est exactement le nombre de collaborateurs qui commentent chacun des sujets. Donc, on voit qu'il y a des sujets qui sont très commentés. On aura des grosses bulles bleues. Des tout petits sujets avec des toutes petites bulles qui sont beaucoup moins commentés, mais qui seront très importants de comprendre, notamment si on a des niveaux d'intensité importants. On sait par expérience que les petits sujets qui ont des niveaux d'intensité importants sont des sujets qui vont grandir. Donc c'est essentiel de bien les comprendre le plus en amont possible. C'est souvent des signaux faibles, des signaux d'attente émergente qui nous permettent de comprendre en avance et de penser de nouvelles pratiques, de nouveaux services, d'être en alerte sur ces sujets-là. Et puis dernière mesure qui est la plus difficile à voir de loin en si petit, mais sur chacun des sujets, il y a un petit bonhomme jaune qui se promène, qui indique le niveau de satisfaction moyen sur chacun des sujets. Si le bonhomme jaune est dans le rouge, ça veut dire qu'on a une majorité de discours critiques sur le sujet, donc l'entreprise n'est pas très bonne sur ce sujet-là. Si le bonhomme jaune est dans le bleu, ça veut dire qu'en moyenne, l'entreprise est plutôt bonne, on a une majorité de discours positifs. Et puis quand on a un bonhomme jaune tout en haut de la barre bleue, ça veut dire que de façon quasi unanime,
tous les collaborateurs commentent très positivement ce sujet. C'est important aussi, quand on fait un diagnostic, de comprendre quels sont les points de force de l'entreprise, ceux sur lesquels il va falloir capitaliser, peut-être communiquer davantage, les points de force aussi de la marque employeur. Donc là, on a sur cette cartographie l'entièreté de l'expérience des collaborateurs à partir des verbatims, et puis surtout, ce niveau de satisfaction moyen qu'on identifie va nous permettre directement de proposer des plans d'action, parce qu'on va identifier les sujets qui comptent, les sujets vraiment stratégiques, ceux sur lesquels il faudra mettre les ressources dans les mois ou dans les années à venir. Et puis on va surtout avoir un plan d'action très précis, puisque les sujets sont identifiés de façon très précise, et très opérationnel, parce que derrière chaque sujet, on a les verbatims et on a tout l'explicatif, et parfois des bonnes pratiques, des recettes à appliquer, à déployer. Donc ça en fait un outil extrêmement opérationnel. Donc voilà un petit peu la façon dont on travaille, dont on arrive à percevoir les sujets majeurs, mais aussi les petits sujets qui sont exprimés avec beaucoup d'intensité. Et c'est notamment ça qu'on va commenter aujourd'hui pour expliquer ce besoin d'humain et ce besoin de lien social. Donc tous ces sujets évoqués avec énormément d'intensité. Je vais, juste avant de passer la parole à Valérie, rappeler le point qu'on avait fait il y a 2 ans, il y a un petit peu moins de 2 ans, juste après la première période de confinement, en juillet 2020. On avait interrogé beaucoup de collaborateurs, plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, sur la façon dont ils avaient vécu la période de confinement, le télétravail pour certains, le travail sur site malgré la période pour d'autres, pour identifier ce que cette crise avait provoqué de façon durable. Tous les sujets qui allaient durer, on avait tout de suite conscience que c'était pas simplement une parenthèse, que ça avait été un moment de vérité pour toutes les entreprises, et c'était important de comprendre, du point de vue des collaborateurs, quels étaient les changements profonds qui allaient transformer leur rapport au travail et leur rapport à l'entreprise. Donc je vais faire un bref rappel de ce qu'on avait identifié il y a 2 ans, ce qu'on avait appelé la grande enquête en 2020. On avait remarqué un vrai bouleversement dans la hiérarchie des valeurs, avec tout en haut de la liste le besoin de sens, qui jusque-là était très associé aux plus jeunes. On savait que la nouvelle génération avait un besoin de sens très important, mais là, tout d'un coup, ça concernait toutes les couches, toutes les tranches d'âge et toutes les couches de population. Deuxième sujet par ordre d'importance, c'était l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Tout d'un coup, ça devenait évident, avec beaucoup plus de temps passé à la maison pour la plupart des salariés. Ce sujet-là devenait un enjeu nouveau, et on savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière et qu'il y aurait une volonté de beaucoup mieux concilier les 2 sphères de la vie des collaborateurs. Un besoin de lien social qui devenait aussi extrêmement important. Certains collaborateurs qui avaient beaucoup souffert de l'isolement du confinement, particulièrement important pour les plus jeunes générations. Et puis, le management est devenu brutalement aussi au cœur des enjeux, notamment mis à l'épreuve, et notamment l'épreuve de la confiance. Tout d'un coup, il fallait lâcher prise, faire confiance aux collaborateurs qui n'étaient plus sous le regard des managers. Certains ont été excellents et ont rapidement pu s'adapter, d'autres étaient beaucoup moins à l'aise et beaucoup plus habitués aux pratiques de contrôle. Donc là aussi, il y a eu un vrai moment de vérité pour les pratiques de management, avec un besoin particulier de bienveillance à ce moment-là. Alors bienveillance, j'aurais pu le mettre entre guillemets, c'est un mot qui est extrêmement galvaudé, mais qui néanmoins est vraiment le mot qu'emploient les collaborateurs et qu'ils continuent d'employer. Donc ça justifie aussi le titre qu'on avait donné à ce webinaire. Ça a explosé le besoin de bienveillance au moment du confinement, et c'était effectivement un besoin qui est très durable, qui s'est ancré dans les nouvelles attentes des collaborateurs. Enfin, l'environnement de travail, évidemment, on repensait le nouvel environnement une fois le retour sur site allait se faire, et puis la fiabilité des outils pour pouvoir travailler aussi efficacement à distance que sur site. Donc ça, c'était le constat il y a 2 ans. En termes de valeurs, plus précisément, parce qu'on avait vu ce bouleversement de la hiérarchie, en regardant ces fameux niveaux d'intensité, quand on regardait on avait plus de 150 thématiques abordées par les collaborateurs sur leur bilan de la période de confinement. Les 4 premiers sujets, ceux qui étaient évoqués et exprimés avec le plus d'intensité, le plus d'implication personnelle, c'était en 1, l'écologie, alors que ce sujet-là, traditionnellement abordé, pas de façon massive, mais traditionnellement abordé, avait toujours été abordé avec des niveaux d'intensité très faibles. Donc là, tout d'un coup, ça avait un sens complètement différent et un sens réel. Deuxième sujet, celui de l'équité.
Très important, particulièrement à un moment où certains collaborateurs ont dû travailler sur site, ont dû rester en première ligne, se sont sentis beaucoup plus exposés, beaucoup moins protégés par leur employeur. Une attente de sécurité, évidemment, à cette époque-là, mais on voit aujourd'hui, avec le nouveau contexte, la guerre en Ukraine, que c'est un besoin qui reste et qui ressurgit. Et enfin, quatrième thématique la plus impliquée, le sujet de la maîtrise de son temps, qui a fait totalement irruption, qui n'était pas du tout présent dans les radars de nos études, et tout d'un coup, ça devient le quatrième sujet le plus important. On a compris que le temps passé dans les transports, 5 jours par semaine, devenait tout d'un coup, n'avait plus de sens pour les collaborateurs, et donc ça allait bouleverser forcément le rapport au travail. Donc très rapidement, voilà ce qu'on avait identifié. Ces niveaux d'intensité nous indiquaient que c'était des choses durables qui allaient profondément impacter les collaborateurs. Donc 2 ans après, où on en est, c'est Valérie qui prend le relais pour vous résumer les 2 ans d'enseignement de nos études et de l'analyse de Verbatim. Donc oui, on parle d'expérience collaborateur depuis le début, donc juste bien le résultat de toutes les émotions qui sont ressenties par le collaborateur dans ses interactions avec l'organisation. Donc on parle de process, on parle de valeurs, et ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on va aborder, c'est vraiment cette cohérence en fait entre la stratégie qui est annoncée et le parcours que le collaborateur va vivre. Donc je vais tout d'abord vous lancer un sondage. On va espérer que la technique va fonctionner. Donc le sondage, c'est d'après vous, quelle dimension de l'expérience collaborateur a le plus d'impact sur leur engagement? J'ouvre les votes. Alors. Est-ce que ça fonctionne, les votes? Ouais, j'ai l'impression que ça... Hein? Ouais. Ah si, ça fonctionne. L'intérêt du poste, la convivialité, on arrive à 50%. La rémunération, le management, on a les 4 propositions qui vous sont faites. Je ferme les votes dans 3 secondes, ou je les laisse, où on voit que la grande tendance, a priori, vous êtes sur d'hésiter entre le management et l'intérêt du poste, à 28 ou 39%, 32%, ça bouge, en gros, 35 pour management intérêt du poste, rémunération, convivialité à 14%. Donc, juste pour faire la transition avec notre sujet, on a depuis ces deux ans interrogé à peu près 100 000 collaborateurs qui représentent une dizaine de secteurs d'activité différentes, qui viennent du privé ou du public, et représentant une vingtaine de pays, on va dire principalement européens. On voit que ce Covid a effectivement bien mis à l'épreuve l'expérience individuelle et collective, et que ce n'est pas terminé ni pour le Covid, ni pour d'ailleurs effectivement la guerre en Ukraine, qui aujourd'hui donne encore un sérieux coup de canif à l'engagement qu'on peut avoir au niveau du travail. On va voir pourquoi. La difficulté de la mise à l'épreuve de l'expérience collaborateur aujourd'hui, on voit qu'effectivement il y a une défiance par rapport aux événements qui ne sont assurément plus sous contrôle, qu'on subit. Donc on est de moins en moins sur des modèles prédictifs et rassurants. Donc ça va être la constance, on va dire, d'une organisation, d'une entreprise qui peut rassurer et qui peut sécuriser, va être aujourd'hui cruciale. On le voit dans pas mal d'études qu'on a pu faire de collaborateurs, notamment dans des milieux qui hier n'étaient peut-être pas très sexy, mais qui aujourd'hui le sont de plus en plus à partir du moment où ils rassurent le collaborateur. Donc on a cette défiance des événements, on a ce rapport qui est ambigu avec ce besoin de sentiment d'utilité qui est en train de s'accroître énormément, qui est de plus en plus fort, et puis du coup ce recul qu'on a pris face au travail, face même à l'entreprise, que ce soit physique pour un certain nombre, mais aussi psychologique, voire carrément philosophique, on va le voir après. Donc en fait toutes ces données aujourd'hui, et on le voit un peu dans la presse, et notamment dans tout ce qui est presse sur internet, quand vous regardez les titres au niveau des articles, voilà, on voit bien que la tendance est de se dire que la stratégie, on ne pourra plus penser la stratégie de demain comme hier. Pourquoi l'entreprise doit remettre de l'humain dans le management. Donc on voit que tous ces sujets-là sont aujourd'hui vraiment des sujets d'actualité. Quand on observe au niveau des Verbatim qu'on a pu analyser, les thématiques qui sont les plus abordées, donc vous avez en point rouge tout ce qui a trait à l'humain, et en point vert tout ce qui a trait au sens.
On voit que les thématiques qui ont attrait au sens, que ce soit un travail enrichissant, l'utilité, d'être utile pour son territoire. On a même vu beaucoup de verbatims sur des métiers dits essentiels, qui est une notion qu'on n'avait pas forcément hier. Mais bon, on a eu les magasins essentiels, maintenant on a les métiers essentiels, donc on sent qu'on a vraiment une envie d'avoir un impact, non seulement sur l'organisation, sur l'entreprise, sur ses résultats, mais surtout sur la société. Et puis beaucoup aussi de thématiques au niveau de l'humain. Et là, c'est toutes les thématiques d'écoute. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu avec tous les questionnements d'attrition, l'écoute est en train de devenir la revendication numéro 1 des collaborateurs au niveau de son entreprise. Donc évidemment, tout ce qui va être au niveau des compétences managériales et des qualités, le manager est en train d'évoluer sur un manager plus... alors on était sur un manager coach, on est presque plus sur un manager facilitateur, un manager connecteur, un manager créateur de liens. Donc il va pouvoir avoir des valeurs très fortes qu'on va voir après de bienveillance, d'humanité. Voilà, donc ça c'est vraiment... Ces thématiques sont les thématiques abordées avec le plus d'intensité de discours dans les verbatims des collaborateurs qu'on a pu interroger. A contrario, dans un contexte de tension, on voit aussi qu'on a d'autres thématiques qui ressortent. Donc vous avez en rouge les thématiques qui ont attrait aux tensions, stress, épuisement, fatigue, on va le voir après. Donc la gestion des incivilités clients, c'est quelque chose qui a aujourd'hui une énorme croissance dans l'occurrence des verbatims de nos collaborateurs, une agressivité, un sentiment d'usure qui du coup permet d'avoir des situations extrêmement tendues par rapport à des collaborateurs en lien avec les clients, quel que soit le secteur d'activité. Alors des secteurs où c'est plus fort que d'autres, mais on sent qu'il y a cette tension et qui du coup n'est pas forcément une compétence ou une capacité à gérer au quotidien facile pour les collaborateurs, ce qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, beaucoup de procédures de recours et surtout de ne pas laisser les collaborateurs en difficulté face à cette tension. L'épuisement et la fatigue, c'est un des sujets les plus exprimés également de façon en intensité négative des collaborateurs. On sent de toute façon le voir dans la société en général que les gens sont fatigués, les gens sont usés. Donc d'où l'importance aujourd'hui d'avoir cette écoute du management, qui sont les compétences en jaune. Donc, à contrario, quand elles n'existent pas, elles provoquent une intensité négative et très forte et un négatif très fort sur l'expérience du collaborateur. Donc voilà rapidement les points qu'on peut retirer depuis ces 2 ans, ce qui a pu particulièrement bouger en termes d'intensité. Donc tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est le rapport à la santé. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette fatigue qui s'installe, on sent une fragilité au niveau des collaborateurs. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on pensait l'année 2020 difficile, mais il se trouve que l'année 2021 est perçue comme encore plus éprouvante que l'année 2020. Donc on ne sait pas ce que va donner l'année 2022, mais bon, ça veut dire qu'on part déjà sur un terreau extrêmement complexe, et on voit que le sujet de la fatigue, elle est exprimée en termes d'occurrence, jusqu'à 24% des occurrences de nos collaborateurs, alors qu'on avait plutôt une moyenne observée à 8%. Ça veut dire qu'on a 3 fois plus de collaborateurs qui spontanément parlent de cette fatigue. On leur demande pas s'ils sont fatigués, ils parlent spontanément de cette fatigue, et particulièrement pour les collaborateurs qui sont en première ligne, les services qui sont en première ligne, que ce soit externe et interne. Donc ça peut être des services qui ont été des fonctions support. Pendant le Covid, on a particulièrement eu les services RH, les services IT, un certain nombre de services qui sont peut-être parfois des métiers de l'ombre, qui ont pourtant se sont extrêmement mobilisés, et on va voir par la suite qui ont peut-être manqué de reconnaissance aussi après, mais qui en tout cas aujourd'hui sont dans un état de fatigue et voire d'épuisement qui peut mener à une déconnexion de l'entreprise. Un verbatim pour vous exprimer, puisque c'est notre cœur de métier, c'était très compliqué en interne de trouver le verbatim. On avait souvent un choix entre plusieurs, mais bon, on a fait des choix. L'entreprise donc là est orientée pro-client. Je suis forcée de tolérer un nombre très important d'incivilités au quotidien. Cela révèle plus du travail d'une assistante sociale. Donc on voit que autant on a eu des organisations avec des valeurs très orientées clients, c'est bien. Mais ce qu'on sent aussi, c'est que orienter collaborateur, c'est pas mal aussi. Et un certain nombre de collaborateurs nous parlent de symétrie des attentions et apprécieraient d'être traités aussi bien que leurs clients, ce qui mériterait du coup de pouvoir avoir une attention portée aussi à l'excellence de la relation avec le collaborateur en interne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort fortement. Et du coup, le fait de devoir tolérer ces sensibilités, on voit bien qu'il y a un message de subi
et que c'est peut-être hors du champ de compétences ou de soft skills de la personne qui a écrit ce verbatim. On a ce rapport au management qui est vraiment, alors là je réponds par rapport à votre sondage, où on avait à peu près un tiers. Effectivement, la variable déterminante de l'engagement sur l'expérience collaborateur, ça va être vraiment le management. Avec, on l'a dans l'expression des verbatims, des attentes extrêmement claires de valeurs humaines, très très fortes. Là, on va faire un focus sur ces valeurs attendues. Pour vous montrer donc le lien entre le score d'expérience globale. Donc le score d'expérience globale, c'est vraiment la barre à gauche, la bleue, la plus foncée, qui est la perception globale, toutes les thématiques confondues de la perception des collaborateurs. Donc là, on l'a en positif sur la partie gauche. Et à droite, vous avez en plus clair corrélé à la perception des pratiques de management. Et on voit vraiment que là, à partir du moment où les pratiques, quand l'expérience positive est bonne, la perception des pratiques de management est bonne aussi. Donc on sait vraiment que c'est la variable numéro 1 des pratiques de l'expérience collaborateur aujourd'hui. Et à contrario, vous voyez que sur la partie droite, des perceptions d'expérience globale négative a également des perceptions de pratiques de management négatives très fortes. Donc c'est vraiment aujourd'hui le sujet, le levier à actionner, qui est très attendu. On va rentrer dans le détail. Par rapport aux valeurs aussi, ce qu'on a pu observer, on parlait d'attentes de valeurs humaines et de valeurs sociales, voire sociétales. Donc là, c'est une des propositions. Les valeurs, il y a plein de façons de ranger les valeurs et de les sérier. C'est une des propositions par Terry Welloff. En fait, on a donc ces 8 catégories de valeurs. En haut, vous avez la partie compétences, la partie en conquête, conduite. Donc, on est dans des valeurs qui vont être sur la orientée satisfaction client, savoir-faire, excellence, qualité, innovation, performance, voilà, responsabilité. On est vraiment sur des valeurs très challenge, très pro, très performance, très orientées client, plutôt orientées externe. Or, ce qu'on voit à travers les verbatims de nos collaborateurs aujourd'hui, c'est que les valeurs qui sont attendues, et là, il y a un énorme focus, tout d'abord sur les valeurs sociales, les valeurs d'épanouissement, donc on parle d'humanisme, de bien-être, d'égalité, d'équité, de morale, d'intégrité, de respect, de confiance, comme disait Anne, qui revient très fortement, et puis aussi sociétal, parce que c'est pas voilà, je reboucle avec le premier message tout à l'heure, cet impact, ce besoin d'avoir une organisation responsable, elle est aujourd'hui devenue un élément clé dans les valeurs attendues du collaborateur dans son expérience au quotidien. Donc le rapport au management, voilà un verbatim qui l'alimente. Donc c'est une entreprise responsable avec une culture intelligente, pleine d'attention, avec le sens du partenariat. On ne parlait pas forcément de ça avant avec un collaborateur, où les gens se sentent en sécurité quant à leur avenir grâce à des comportements alignés envers tous les employés. Et donc là, il y a énormément de notions dans ce verbatim qui est extrêmement riche, puisqu'on voit qu'une culture intelligente, orientée humaine, pleine d'attention, avec un sens effectivement de partenariat, c'est du donnant-donnant, donc on est bien dans une relation qui n'est pas uniquement transactionnelle au niveau contractuel. Ce sentiment de sécurité et puis ce comportement aligné, on va y revenir par rapport au management. Le besoin d'alignement du top management jusqu'en bas de l'organisation, elle est cruciale. Elle est d'autant plus cruciale qu'aujourd'hui, ce malaise et ce rapport au management, ce qu'on observe, c'est que les managers de proximité ont le même niveau d'intensité, la même occurrence pour exprimer leurs difficultés au niveau de leur reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est un grand sujet, alors particulièrement français, mais encore plus à vif aujourd'hui. On a vu dans des verbatims des collaborateurs qui, après un an de télétravail, se sont vus être accueillis et on leur a dit bon maintenant il est temps de se remettre au boulot. Ça a été absolument dévastateur parce que c'était des collaborateurs qui n'avaient surtout pas arrêté de travailler, bien au contraire, qui avaient été extrêmement engagés. Donc la reconnaissance aujourd'hui, elle est cruciale dans les actes au quotidien. Et quand je parle d'actes au quotidien, c'est pas que du management, c'est aussi entre pairs. Donc ça part d'une culture où on s'octroie le droit de se dire merci. Parfois ça passe par des choses aussi simples que ça. Mais comment est-ce qu'on s'assure vraiment qu'on reconnaît à tout niveau non seulement les compétences et les résultats, mais également l'engagement, même s'il n'y a pas forcément de résultats, l'énergie qu'on y a mise, les soft skills qui sont aussi un cadeau pour l'entreprise. Voilà, comment est-ce qu'on s'assure en fait que cette reconnaissance aujourd'hui on l'exprime réellement.
Donc ça donne du sens, ça permet de montrer qu'on contribue, ça permet de voir que c'est vu et que du coup notre action a un impact et qu'elle est visible et qu'on n'est justement pas qu'un numéro. Donc le rapport au management, cette reconnaissance, elle est vraiment cruciale. Un verbatim pour le montrer. Donc crise Covid a été un révélateur de la place de l'humain dans l'organisation. Période très éprouvante entre la crise sanitaire et la très forte activité. Résultat, pas ou trop peu de soutien, aucune reconnaissance du travail accompli ou manque de bienveillance flagrant du management. Je ne vais pas faire de commentaires, ça résume ce qu'on a exprimé juste en amont. Un autre point qui a pu aussi beaucoup évoluer, c'est le rapport à l'organisation du travail. On est passé sur des accords qui étaient des accords collectifs, avec une obligation de devoir réagir avec une très forte flexibilité, une très forte agilité, une très forte souplesse. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'attente des collaborateurs, c'est des accords, c'est bien, de groupe, mais ça aussi porter attention à mes conditions personnelles, à mon organisation, à mes contraintes, et du coup passer du collectif à l'adaptation de l'entreprise, à l'organisation personnelle individuelle. Donc ça passe par des actes de manager, d'écoute, et d'action managériale individuelle. Donc ça, ce sont aussi des attentes qui vont être très fortes et qui permettent aux collaborateurs de pouvoir aménager son temps en fonction de ses contraintes. Alors, c'est pas toujours facile de faire du télétravail, on le voit par rapport au verbatim, aux organisations de nos clients. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail et tout le monde n'en fait pas. Par contre, on peut mettre à disposition des différents services une certaine flexibilité, une certaine souplesse. Par exemple, des organisations dans des services clients, des customer service qui sont obligés de répondre à des clients de 8h du matin à 19h, par exemple, de laisser la main et l'organisation en toute autonomie à une équipe qui s'organise et qui s'autogère, au lieu de mettre effectivement des règles peut-être de contraintes d'organisation collective, de laisser l'entreprise s'organiser, l'équipe s'organiser et de voir comment est-ce qu'en fonction des rendez-vous des uns et des autres au niveau de la semaine, il y a des entreprises qui travaillent au planning à la semaine. Et l'équipe, de façon tout à fait autonome et responsable, doit assurer le service client, mais gère sa souplesse, son agilité en fonction de ses contraintes. Voilà, c'est des choses aussi qui repartent sur une confiance de base qui est un prérequis, mais qui nécessite et qui répond à des attentes personnelles de souplesse. Donc, par rapport à l'équilibre de vie pro-perso, la souplesse concernant le lieu de travail est réellement différenciante et concrète. L'efficience et la productivité priment sur le lieu de travail. Et quand on parle d'organisation du travail, on ne parle pas que télétravail. On voit aussi qu'on a de plus en plus de collaborateurs qui sont des parents aidants, merci, je cherche le mot. Voilà, qui vont être des parents aidants. Il va y avoir toute la parentalité. Donc on n'est pas l'organisation du travail, ce n'est pas qu'il soit d'accord de télétravail. Ça va bien plus loin que ça. Ça va être aussi quelles sont les difficultés que rencontrent mes collaborateurs au quotidien et comment est-ce que je peux leur laisser avec souplesse organiser leur temps pour qu'ils puissent faire concilier les deux de façon la plus aisée. Et enfin, le rapport au travail. Donc, on en a parlé et on l'a vu aujourd'hui, ce mot utilité, ce mot métier essentiel, cette volonté d'avoir un impact sur la société, d'avoir un impact sur les territoires, d'avoir une organisation vraiment responsable et un rôle sociétal. On est vraiment dans cette quête de sens. Donc, notamment, ça découle. Alors, c'est une quête de sens personnel. On va voir pourquoi ça a fait bouger les lignes sur le sujet personnel. Mais ce qui est clair, c'est qu'en fait, cette perception de sens, aujourd'hui, elle découle de la compréhension que j'ai de la stratégie de mon organisation. Est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un impact dessus? Est-ce que ça a du sens pour moi? Hier, on pouvait travailler de façon un peu plus contractuelle. Aujourd'hui, avec tout ce qui a pu bouger, on va le voir, cette quête de sens, elle est devenue personnelle. Elle est devenue un combat individuel. Elle est devenue un objectif en soi. Du coup, c'est vraiment d'avoir un sens à son métier, d'avoir son propre storytelling, à quoi je sers dans la société, à quoi je sers dans ma société, mais est-ce que j'ai une utilité réelle au quotidien et pourquoi? Donc on est vraiment dans cette quête de sens. Alors la question c'est pourquoi cette quête de sens aujourd'hui, pourquoi elle a tant fait évoluer, pourquoi elle nous a tant fait grandir et parfois avec difficulté, mais qu'est-ce que cette crise a fait bouger? En fait, on peut regarder ça sous l'angle de la croissance post-traumatique. Donc, vous connaissez un peu la notion du post-traumatique, plutôt en syndrome post-traumatique. En fait, c'est une façon positive de voir les choses. C'est-à-dire que la résilience, on a beaucoup parlé de résilience au moment du Covid,
La résilience, je vous ai mis les définitions en dessous, mais c'est vraiment l'aptitude d'un groupe ou d'un individu à se reconstruire en dépit du traumatisme. Donc c'est une capacité à revenir à l'état d'avant. Alors que la croissance du développement post-traumatique, c'est vraiment de se dire, j'ai eu un événement extrêmement difficile, donc en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement complexe à gérer, et depuis, je sais que je peux en sortir grandi, parce que ça a fait changer des choses chez moi. Il faut voir les collaborateurs sous cet angle-là, et quand on les regarde sous cet angle-là, en fin de compte, on rentre sous un angle positif. C'est-à-dire que oui, ces crises ont pu aussi amener du positif, et oui, vos collaborateurs peuvent aussi vous amener des choses positives. Avec un peu 3 étapes, quand il y a eu le Covid, c'était le chaos. C'est vraiment la compréhensibilité, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe. C'était planétaire en 2 secondes, tout s'est arrêté, le monde s'est arrêté, il y avait la peur, on a tendance à l'oublier, mais la peur était quand même extrêmement présente dans nos vies, dans nos foyers, pour tous. Donc en fait, ça a été le chaos. Donc c'est un énorme choc. Ensuite, il y a une deuxième période qui est la gestion du traumatisme. C'est qu'une fois on commence à digérer, en fait, on mobilise des ressources à l'intérieur. On note tous nos propres ressources, avec notre histoire, avec notre culture, avec notre passé. Et en fait, on va mobiliser des ressources qui forcément vont toucher des choses qu'on a vécues avant et qu'on a peut-être plus envie de vivre demain. Donc ça va forcément bouger nos fondamentaux et on va donner un sens à ce qui s'est passé. Parce on est des humains, on n'est pas des machines, et un chaos comme ça et un traumatisme pareil, ça se gère pas sans sens. Donc on a la 3e phase qui est la signification. Et en fait, c'est de dire comment est-ce que tout ça va avoir du sens pour moi. Ça peut pas ne pas avoir de sens. Donc il faut que ça en ait. Donc comment est-ce qu'on va trouver cette cohérence? Et comment est-ce que cette cohérence entre ce que c'était hier et ce que ça va être demain, comment est-ce que je me situe moi? Et du coup, comment est-ce que je vais me situer aussi? Comment est-ce que je vais me reconstruire? Et ça veut dire que tout ce que j'ai investi ces 2 années, ça a pu changer énormément de paradigme. Donc il y a eu une dernière et récente étude d'Opinionway qui disait que 69% des gens qu'ils ont interrogés apprécient plus la vie depuis la crise Covid, que 47% ont décidé d'orienter leur vie différemment, et de changer à 58% leurs priorités. Donc on voit bien qu'en fait ça n'a pas été sans changement. Ce qui fait que la question de se dire, quand on investit dans cette croissance post-traumatique, et si on part du principe que les collaborateurs, du coup, en revenant dans leur organisation, ont décidé de changer quelque chose, ça a changé forcément leur engagement à l'entreprise. Ça a été pendant un temps secondaire. Ça a été parce que la santé est passée d'abord, l'instinct de vie, l'instinct de survie, l'instinct de manger, d'avoir de quoi manger, de quoi s'occuper de sa famille. Ça a été d'abord la première raison. Donc l'engagement à l'entreprise a été plus ou moins difficile pour certaines personnes. Quand on regarde de Meyer et Allen leur façon d'organiser, de voir l'engagement, il y a 3 types d'engagement. L'engagement qu'on dit normatif, qui est en fait la façon d'être attaché à l'organisation parce qu'on est assez loyal à l'entreprise et que on adhère de façon globale. Donc j'ai été recrutée, j'ai fait mon alternance dans l'entreprise, après ils m'ont embauché en CDI. Donc quelque part, je dois quelque chose à mon organisation. Donc je suis du coup, vous voyez sur la partie gauche, je me sens un peu dans l'obligation de rester. Il y a l'engagement de continuation. En fait, je reste parce qu'en fin de compte, ça me coûterait plus cher de partir. J'ai pas de boulot derrière, j'ai besoin d'avoir un salaire. Voilà. Donc si je pars, je reste, mais plutôt par contrainte. Et puis il y a l'engagement affectif. Et en fait, c'est quand on s'identifie à son entreprise. Et qu'on y a un attachement émotionnel. Et là, on est dans le désir. Et en fait, ce qui nous explique, c'est que après cette croissance post-traumatique, comme ça a bougé des paradigmes personnels, en fin de compte, on va rester dans son entreprise parce qu'on a un engagement affectif. Et quand on voit les grands départs, les grandes big quits des États-Unis, qui commencent à arriver tout doucement en France, ou Capgemini qui a perdu 25% de ses collaborateurs, qui quittent. On s'aperçoit quoi? C'est qu'on reste dans l'entreprise si on y est attaché. Et si on n'est pas attaché, on restera plus. En tout cas, ce qu'on n'aurait pas osé faire hier, pour nos propres valeurs, on va oser le faire demain. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup de questionnements sur demain, quelle culture je dois mettre en place, une culture hybride, smart working, personal care, coach, agile, c'est tous les mots. J'ai mis un peu de questionnement sur le monde de demain dans l'entreprise. En fin de compte, si on fait un focus sur
oui, on va toucher effectivement les cœurs des collaborateurs, et oui, aujourd'hui, ils attendent d'autres choses de l'entreprise. Demain, on a beaucoup de chances de pouvoir les conserver. Enfin, du coup, quelles sont les attentes qu'ont nos collaborateurs? Tout d'abord, ça va être de recréer ce lien social autour d'un projet collectif. On voit qu'aujourd'hui, les stratégies à 5 ans, 10 ans, 15 ans, uniquement orientées business, uniquement orientées performance, qui ne parlent pas aux collaborateurs, ça risque d'être très déceptif et de ne pas mobiliser beaucoup de sources. Donc, on voit que les collaborateurs attendent un projet partagé, qui ait du sens, donc collectif, voire, on a dit social, voire sociétal, qui facilite vraiment l'expérience collective et le sentiment d'appartenance. Donc, ce qui va être compliqué aujourd'hui, et c'est le plus grand défi, c'est de retrouver, se donner du sens à la culture d'entreprise pour qu'elle soit fédératrice de liens sociaux. Donc là, vous voyez qu'on est bien au-delà du problème du télétravail ou pas du télétravail. On est comment est-ce qu'on va embarquer nos collaborateurs sur un projet qui les mobilise, avec une stratégie dans laquelle ils peuvent avoir un impact. Donc ça veut dire de repenser les codes, les rites, et de recréer un peu l'histoire. C'est qu'il y a eu une histoire de l'entreprise avant le Covid, il y aura une histoire après le Covid. Il n'y a aucune organisation qui a pu ne pas marquer ce moment par des choses exceptionnelles. On a vu des choses très positives. On a vu, comme disait Anne, cette confiance qui a été accordée. On a vu des capacités à innover, à proposer des nouvelles choses. On a vu une accélération, un boost du digital. On a vu un resserrage de l'entraide et de la solidarité. Donc, on a vu extrêmement de choses très positives suite à tout ça. Donc, comment est-ce qu'on capitalise dessus et comment est-ce qu'on réécrit et continue l'histoire, mais du coup en l'inscrivant avec des rites et des codes qui seront durables et surtout le pire qui puisse arriver, c'est d'essayer de revenir à l'état d'avant. Ça, c'est les entreprises qui reviennent en arrière sont les entreprises que les collaborateurs quittent aujourd'hui. La deuxième chose, c'est comment intégrer ce bien-être. Alors bien-être / qualité de vie au travail, parce que je sais que le mot ne plaît pas à tout le monde, mais vous comprenez le sens. C'est comment est-ce que du coup on s'assure que ces valeurs de bienveillance, d'humanisme, de qualité de vie, d'attention, d'écoute, comment est-ce qu'on va l'intégrer dans l'ADN managérial. Donc c'est définir ces valeurs, c'est qu'est-ce qu'on voudrait que nos collaborateurs aient comme expérience, du coup quelles valeurs en fait réelles on a envie de porter, et du coup quelles pratiques on va générer et qu'est-ce qu'on attend de nos managers. Et peut-être que ces managers ne se retrouveront pas dans les soft skills qui leur sont demandés demain. Donc comment est-ce qu'on développe cette communauté managériale pour qu'ils soient effectivement fédérateurs, connecteurs, créateurs de liens. On voit que les espaces de travail, pour ceux qui sont concernés par le télétravail, risquent d'être des endroits en fait de synergie, d'échange, de créativité, d'innovation, voire juste de team building, des espaces sociaux. Donc comment est-ce qu'en fait ce manager aujourd'hui il va être ce facilitateur et qui va pouvoir donc écouter, comme vous dites, c'est vraiment l'attente numéro 1 des collaborateurs, porter attention, faire grandir aussi. Il y a énormément d'attentes sur l'organisation apprenante. On voit que les collaborateurs se sont beaucoup auto-instruits, partage de compétences, partage de savoir-faire, partage d'expertise. Il y a de la richesse dans l'entreprise. Il y a énormément de richesse dans l'entreprise. Et tout ça, j'ai mis un petit point sur le rôle crucial du top management à ne pas oublier, parce que ce qu'attendent aussi les collaborateurs et ce qu'attendent aussi les managers, c'est l'exemplarité et le soutien du top management, et notamment la proximité. On l'a voyé dans beaucoup de verbatim, la déconnexion du top management avec le terrain. Et ça, aujourd'hui, dans un monde de rapprochement, il est crucial que le top management puisse être proche, à l'écoute, et qu'il soit au plus proche de la réalité. Ensuite, la cohérence entre le discours et les actes, bien sûr, et puis tout ce qui est culture du feedback. Enfin, pour terminer, 10h44, wow. Tout ce qui est redonner du sens et repenser la promesse expérientielle. Bon là, c'est vraiment donner ce sens qui résume ce qu'on a dit jusque maintenant, en remettant l'humain au cœur, parce qu'on a vu que l'important c'est de renforcer l'engagement affectif. Donc tout ça, c'est vraiment, capitaliser sur les forces et les évolutions positives que les collaborateurs ont eues de cette expérience collaborateur pendant le Covid et à la suite, pour vraiment toucher au plus proche et ne plus être que sur du management des cerveaux. Voilà, donc question que je vous laisse réfléchir à ce que vous connaissez, vous, les attentes de vos collaborateurs pour manager les cœurs. Petite question de réflexion de fin de webinaire.
Et voilà, 19h45 pile. Je vais voir s'il y a des questions particulières. C'est toujours plein de choses à dire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions qui ont eu des réponses. S'il y a des nouvelles questions, n'hésitez pas. On ne sera pas coupé tout de suite, donc c'est le moment. Il y aura aussi la possibilité de laisser des commentaires. Donc ça, c'est important, faites-le parce qu'on les lit toujours avec beaucoup d'attention et c'est très enrichissant pour nous. Donc n'hésitez pas à commenter et à nous dire s'il y a des choses que vous auriez souhaité creuser. Voilà, on suit un petit peu le... Oui, est-ce que tu as des questions particulières? Une question de Pierre qui était au-delà du constat, comment agir concrètement, quel comportement clé adopter et promouvoir pour les managers, pour les salariés. Je pense que vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être vous pouvez développer un petit peu plus. Oui, puis après sur chaque analyse pour chaque entreprise, en fait, on identifie de façon très précise les bonnes pratiques, ce qui fonctionne bien, notamment parce que nos mesures d'intensité nous permettent d'identifier ce qui fonctionne, même si c'est commenté par 3 collaborateurs, même si ça concerne des équipes très particulières. Donc l'intérêt de ce travail-là, c'est d'aller identifier, d'aller vraiment chercher les pépites et identifier toutes les bonnes pratiques. Donc on arrive à reconstituer les bonnes pratiques qui font qu'un manager est un bon manager et surtout qui laisse une trace forte et qui change totalement l'expérience des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on fait et en général, on travaille sur un volume de verbatim suffisant pour nous permettre d'identifier toutes les palettes de bonnes pratiques et on arrive à reconstituer un petit peu le profil du bon manager qui est toujours un peu spécifique à chaque entreprise, même si là, les grandes directions sont communes à tous. Question d'Alexandra sur le rôle exemplaire du manager. Oui, voilà. Le rôle exemplaire du manager, là, on a vu vraiment, ça va être la proximité, l'écoute. Son rôle, il est vraiment aujourd'hui d'être une oreille, on va dire une oreille, un facilitateur de complexité de la vie des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'organisation aujourd'hui pour toucher l'engagement affectif, il faut que l'entreprise puisse rester prioritaire, en tout cas bien positionné par rapport aux collaborateurs. Et on voit qu'aujourd'hui, le perso ou en tout cas les ambitions personnelles ont pris le dessus. Donc si on veut pouvoir continuer à mobiliser, ça va être la compréhension, l'écoute, la reconnaissance, comme je dis vraiment, savoir que le collaborateur est utile dans son organisation, qu'il a un impact, qu'on entend ses contraintes et qu'on soulève en fait ces points-là de façon aisée, parce que comme je disais, il y a pas que le télétravail, il y a toute la parentalité, il y a toutes les problématiques de parents aidants, il y a toutes les attentes aussi de vivre autre chose que le travail. Et on voit les entreprises aujourd'hui qui essaient la semaine de 4 jours et qui en fin de compte ont des meilleurs résultats que la semaine de 5, parce qu'en fin de compte, le 5e jour est un jour d'épanouissement. Et au final, ce moment d'épanouissement est au profit de la performance. Et en fin de compte, les collaborateurs travaillent font les 5 jours sur les 4 jours. Donc ils sont parfois plus... Ouais. Pardon, j'avais juste une petite précision, parce que quand j'ai la question d'Alexandra, juste une précision sur l'exemplarité. En fait, elle concerne pas forcément le manager de proximité, mais c'était surtout sur le top management et les pratiques du top management. C'était surtout le top management qui était scruté. Il y avait moins cette notion d'exemplarité sur le manager de proximité. Donc c'était juste cette petite précision que je voulais apporter. Managers de proximité qui eux-mêmes ont besoin aussi d'être absolument accompagnés, écoutés, et qui eux aussi sont souvent, comme le disait Valérie, dans la même difficulté, dans le même besoin d'accompagnement et de reconnaissance que les collaborateurs de leurs équipes. Enfin, je vois la remarque de Pierre aussi sur les comportements collectifs dans l'équipe sont tout autant importants que l'exemplarité et l'excellence du manager. Non, oui, tout à fait. et là, il n'y a pas de raison que ce soit punching ball non plus. Le manager n'est pas là pour ça. Mais je pense que justement l'esprit très positif qui a pu être vu pendant le Covid, où quand je parlais d'entraide, je parlais de solidarité, je parlais d'attention portée aux collaborateurs, à l'équipe, d'actes managériaux qui ont été vus et perçus généralement de façon plus positive parce que justement il y avait cette attention a été rendue aux managers. Quelque part, les managers disaient aussi qu'ils ont été hyper sollicités, qu'ils ont dû faire peut-être plus d'actes managériaux, mais ils l'ont fait différemment. Et qu'on était plus sur un management du résultat qu'un management de moyens. On n'est plus sur un échange que sur un suivi de tâches. Donc, on est effectivement là-dessus.
Après, il est clair que les comportements collectifs et les comportements individuels, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pris en compte. Est-ce que vous avez tout voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, vous allez pouvoir avoir le document en PDF. Vous aurez aussi la capacité de recevoir le replay sous 24 heures, je crois, comme ça. Oui. Donc voilà, et puis bien Et on sûr, reste joignable. On reste joignable si vous avez des questions par la suite. Et on vous remercie beaucoup pour Merci beaucoup ce pour votre partage. attention. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Merci.